Bonjour tout le monde et bienvenue à l'excellente et non la moindre émission à découvrir. Aujourd'hui, je suis avec mon invité Phil Costa Azevedo qui viendra nous présenter sa flûte, une ocarina. Bonjour Monsieur Costa. Bonjour Jérôme. Ça va bien? Ah, toujours. Alors, Monsieur Costa Azevedo, est-ce que c'est Costa Azevedo ou juste Costa? Juste ça, c'est bien Juste correct. Costa. Monsieur Costa, présentez-nous votre objet. Mais dans le fond, ça, c'est une ocarina. C'est un instrument de musique. C'est une flûte, pour être plus précis. Habituellement, ils sont faites en bois. Ça vient de la famille des bois. Mais la mienne est OK. en porcelaine. Fait qu'elle vient de la famille des porcelaines. OK. Hey. Donc, dans le fond, il y en a aussi en métal, il y en a en plastique, il y en a en terre cuite, il y en a en cuivre. Il y a toutes sortes d'ocarinas. OK. Et où est-ce que vous vous êtes procuré cet instrument? Parce que c'est la première fois que je vois un tel instrument. Mais dans le fond, moi, j'étais allé sur un site qui s'appelle stlocarina.com. OK. On peut le voir, il y a une marque juste ici, OK. sur l'ocarina, qui dit STL. Ça a été fait handmade. C'est vraiment excellent. Ouais, c'est vraiment excellent. Puis c'est très particulier parce que, comme je l'aurais dit, c'est la première fois que je vois. Pourquoi tu avais le choix de tous les objets du monde? Pourquoi tu as décidé de nous présenter ça? Mais dans le fond, cette ocarina-là est spéciale pour moi parce que c'est une réplique d'une ocarina dans un jeu de Legend of Zelda. OK. On peut le voir juste ici. Il y a le Triforce qui est un symbole très important dans le jeu. Est-ce que c'est les trois triangles qu'on voit juste ici? Oui, ça OK. représente dans le fond le courage, le pouvoir et la sagesse. OK, OK. Puis j'imagine que ça doit faire de la musique. Bien, C'est une effectivement. flûte, hein? Ça en Est-ce qu'on peut jouer beaucoup de chansons avec une flûte comme ça? Parce que moi, j'ai pas vu beaucoup de musiciens jouer de cet instrument. Mais en fait, avec une ocarina, on peut jouer toutes sortes de chansons, mais il faut vraiment apprendre à l'oreille. Je n'ai pas trouvé de site qui apprenne au Non, monde hein, comment parce jouer de que c'est un l'ocarina. instrument. Est-ce que c'est un instrument d'une grande rareté ou c'est facile de s'en procurer une sur des sites? Bien, sur le site que je suis allé, il y a toutes sortes d'ocarinas. Il y en a à plusieurs trous, des OK. 4 trous, 6 trous ou 12 trous comme celle-là. Je peux vous montrer. Ouais. Ici, il y a 5 trous. OK. Ici, il y a 5 autres trous. OK. Et dans le fond, juste en dessous, Oui. il y a 2 autres trous juste ici pour OK. les pouces. Fait que dans le fond, les musiques que vous faites, c'est vraiment à l'oreille. Genre, vous écoutez une musique, puis en même temps, vous essayez de découvrir quel son qui est très similaire à celle de la musique. Puis ensuite, est-ce que vous avez essayé une musique en particulier jusqu'à maintenant? Ou en fait, c'est juste un objet que vous avez pris? Est-ce que vous l'utilisez souvent? Ben en fait, j'ai appris comment jouer la flûte dans Stairway to Heaven OK. à l'oreille. Puis Ouais. aussi My Heart Will Go On de Céline Dion. C'est OK. un petit classique un petit peu quétaine. Un petit classique un petit peu quétaine, surtout avec un instrument comme ça. Alors, avez-vous d'autres choses à nous dire sur cet instrument? Est-ce que le site sur lequel vous avez acheté le flûte, est-ce que c'est un bon site? Est-ce que vous le recommandez à ceux qui nous regardent en ce moment? Oui, oui, je le recommande très bien ce site. C'est stlocarina.com, je le répète, parce que c'est vraiment un site fiable. L'ocarina est arrivé quand même assez vite. Ça a pris peut-être une semaine, ça m'a coûté 80 $. OK, Phil, je suis désolé, mais c'était tout le temps que nous avons. Mais ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs, parce que à notre prochaine émission de À découvrir, nous allons recevoir M. Wilson de Cayette qui va nous présenter son IO Walk, un hoverboard. Alors, j'espère vous voir à notre prochaine émission. Au revoir.
Bonjour et bienvenue à une autre édition de À découvrir. Aujourd'hui, je suis votre animateur Phil Costa et nous accueillons le fameux Wilson de Cayette qui va nous présenter un objet assez cocasse, son IO-Hawk. Bonjour Wilson, comment ça va? Bonjour Philippe, ça va très bien et toi? Parfait. Donc, c'est quoi au juste un IO-Hawk? Eh bien, un IOAC, en fait, c'est un self-balance, comme qu'on peut dire. C'est comme ça s'équilibre tout seul. C'est comme un genre de trottinette, mais comme à deux roues, que tu dois contrôler seulement avec ton équilibre. Au fond, c'est ça. Ah oui, c'est vraiment, c'est vraiment hot. Donc, d'où vient l'idée derrière cette conception? Mais en fait, le IOAC, c'est genre une idée reprise du Segway, qui est un produit, un objet chinois qui a été fait, c'est fait en Chine. Puis comme le Segway, lui, par exemple, il était plus gros, plus compact. Celui-là est plus petit, plus facile à transporter. Puis ses avantages permettent de mieux circuler, c'est mieux balancé, disons. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu de caractéristiques de ton IOWalk? Mais en fait, comme tu vois ici, c'est fait avec deux roues. Les roues sont pas faites en caoutchouc que tu peux gonfler. Genre, dans le fond, les roues sont faites en caoutchouc dur. Pas besoin de le gonfler. C'est fait aussi majoritairement avec du plastique métal, comme qu'on peut voir ici. Attends, si je vous montre. Ici, en l'ouvrant, je peux l'ouvrir comme ça. Puis ainsi, genre, vous pouvez voir le fonctionnement, genre, admettons, quand une personne s'installe dessus, puis comme il met son poids vers l'avant, comme ça avance, puis là, si tu mets ton poids vers l'arrière, ça recule. Le fait que tu peux tourner, c'est en contrebalançant ton poids. Quand tu contrebalances, ça tourne, puis si tu contrebalances l'autre bord, ça va tourner, comme ça. Wow. C'est pas mal ça. Dans le fond, est-ce qu'il y a des négativités à cet objet? Mais en fait, je pourrais donner quelques points négatifs, je peux dire, ou genre, on peut dire que c'est un objet assez coûteux. Comme il y a plusieurs, on peut dire que le iWalk, il y a plusieurs comme modèles, mais dans le fond, l'original, c'est le iWalk, puis il est assez dispendieux. Je te dirais que 1700 $ pour un iWalk, c'est pas tout le monde qui a envie de dépenser ça pour. Fait que ceux qui aiment bien s'amuser ou prendre les avantages, ils vont l'acheter puis ils vont en prendre joie. Oui, c'est sûr. Parlant de l'acheter, c'est où exactement que tu peux te procurer ça? Bien, en fait, vous pouvez vous procurer sur Internet le site. Ils ont un site de commerce iWalk que tu peux aller précommander. Tu peux précommander, c'est comme environ, c'est ça, 1700 $. Quand tu vas sur le site, tu peux précommander, puis après, ça s'en vient. Ah, ben c'est vraiment hot. Je pense que je vais peut-être m'en acheter un si j'aurais l'argent, mais malheureusement, une session à payer, tu comprends? Je le vois beaucoup. Si tu peux regarder encore. Wow! Donc, malheureusement, c'est tout le temps que nous avions pour l'émission À découvrir qui est finie. La semaine prochaine, nous avons une super invitée charmante, Valérie, qui va nous parler d'une peinture qui lui est très chère. Donc, merci beaucoup, Wilson, d'avoir été là ce soir et on se revoit une prochaine fois.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette toute nouvelle émission à découvrir. Mon nom est Wilson Dequette et je serai votre animateur pour la soirée. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir en studio Mme Valérie Nicole-Giguère qui viendra nous parler d'un objet bien particulier. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors, parlez-nous un peu de cet objet. Mais en fait, ceci, c'est une peinture que ma petite sœur a fait dans le cadre de son cours d'art il y a 1 an ou 2. Et ça s'intitule La paix avant l'horreur. Pardon. OK. Est-ce une œuvre originale ou... Non, en fait, c'est une œuvre qui a été inspirée de la peinture de Monet qui s'appelle La promenade sur la falaise de Pourville, mais qui est quand même un peu différente. OK. En quoi exactement cette œuvre se distingue de l'original, disons? Bien, déjà, dans le concept de la peinture, l'atmosphère est très différente. On voit tout ici, c'est très nuageux, c'est très noir et c'est une atmosphère qui est très sombre en comparaison avec l'original qui est faite avec des couleurs vives. Il y a 2 femmes habillées en blanc sur une falaise colorée, tandis qu'ici, on voit beaucoup de rouge, c'est pendant la nuit. Et c'est ça la plus grande différence. OK. Que pourrez-vous nous dire sur la composition exactement du tableau? Bien, du côté technique, c'est très différent de l'original parce qu'on voit au départ qu'il n'y a pas juste de la peinture qui est utilisée. On voit de la dentelle, un peu de ouate, des techniques différentes qui sont utilisées dans les différentes parties du tableau ici et là. Tandis que dans l'original, dans la peinture de Monet, il utilise des coups de pinceau pas mal égaux. Il utilise seulement de la peinture qui est de la peinture à l'huile, tandis qu'ici, on retrouve de la peinture acrylique, de la peinture à l'eau, un peu de papier mâché aussi dans les plantes. La composition technique est très différente. Alors, en gros, il y a presque rien à part le concept qui se rapporte à l'original. OK, je vois. Je peux constater aussi que sur votre peinture, il y a beaucoup de rouge. Est-ce que le rouge a une signification particulière? Oui, en fait, puisque ça s'appelle la paix avant l'horreur, le rouge a une signification très sombre. Le rouge pourrait vouloir signifier l'amour, la passion, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment la mort, l'horreur, le sang. Si on voit sur la Dame Blanche, il y a beaucoup de rouge sur sa robe, sur son parasol, autour d'elle. Et c'est pour représenter que le malheur dont on parle, l'horreur, la paix avant l'horreur, cet événement-là va probablement arriver à la Dame en blanc. C'est elle qui va être la victime de cet événement-là. OK. Y a-t-il des éléments un peu plus symboliques sur... Oui, absolument. En fait, tout ce tableau représente une histoire. On a les 2 personnages principaux, la Dame en noir et la Dame en blanc. Protagoniste, antagoniste, gentil, méchant, peu importe comment vous voulez l'appeler. Mais on voit ici que la Dame en blanc, elle est dos à la Dame en noir et elle ne l'a pas remarqué. Est-ce que c'est parce que la Dame en noir ne voulait pas se faire remarquer? Est-ce qu'elle est vraiment là? Est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que c'est sinon? On ne sait pas. Mais une chose est sûre, on sait qu'il y a gentil, méchant, quelque chose de mal. C'est malheureusement déjà temps de se quitter. Alors, je veux dire merci à Mme Valérie Nicole-Giguère d'avoir bien voulu être avec nous. Alors, la semaine prochaine, nous accueillerons comme invité Alexandre Lamotte qui viendra nous parler d'un objet bien particulier. Alors, restez des nôtres, le bulletin de nouvelles sans suite.
Bonjour et bienvenue à un tout nouvel épisode de À découvrir. J'ai aujourd'hui la chance d'être accompagnée par le charmant Alexandre Lamotte, qui est un amateur de voyage et d'histoire. Il est venu nous parler d'un objet qui lui est très cher aujourd'hui. Bonjour Alexandre. Bonjour Valérie. Donc, de quoi es-tu venu nous parler aujourd'hui? Enfin, aujourd'hui, je viens vous présenter une plaque d'immatriculation provenant de l'île de Saint-Martin, qui est située dans les Caraïbes de l'Est. C'est une île que j'ai eu la chance et l'honneur de visiter au cours de l'été dernier. Un voyage merveilleux que j'ai pu faire avec toute ma famille. Alors, pourquoi cet objet est-il important pour toi? Parce que cette plaque évoque plusieurs merveilleuses choses dans mon esprit. Premièrement, c'est comme une sorte de trophée de voyage. C'est un souvenir très précieux que je vais garder pour l'ensemble de ma vie. Puis, moi, étant un fervent amateur d'histoire, c'était comme une nécessité de visiter cette île car elle contient vraiment une très riche histoire, une histoire très unique, très particulière. Puis le fait de pouvoir visiter ce lieu historique, ce lieu vraiment unique, c'était vraiment un beau voyage. Donc cette plaque représente pour moi des souvenirs impérissables dans mon esprit. Et tu aimes beaucoup voyager. Donc, c'est quoi d'autres endroits que où tu es allé? Où je suis allé, eh bien, j'ai visité plusieurs îles des Caraïbes, comme Cuba, Porto Rico, l'île de Saint-Thomas. J'ai été également aux Bahamas et quelques autres. Mais en fait, mon objectif, c'est de visiter chacune des îles des Caraïbes, chacune individuellement, puis de me ramener une plaque comme celle-ci en guise de trophée ou en guise de signe de mon accomplissement. Et est-ce que cette plaque-ci en particulier veut dire quelque chose pour toi? Les couleurs, les chiffres, En fait, oui, parce que probablement la plaque, je la trouve très simple. Elle est très, très jolie en soi. On voit la carte de l'île ici. Au haut de la plaque, il est inscrit The Friendly Island, donc l'île où la fraternité règne, la fraternité, le bon temps, les bonnes valeurs sont présentes. Donc oui, c'est quelque chose, un objet qui me représente très, très bien. Et puis, dans les couleurs, est-ce qu'il y a d'autres choses? Dans les couleurs, en fait, on voit au bas de la plaque l'océan. Donc, le bleu ciel évoquant le sud, les vacances, la paisibilité. Des choses qui te représentent, dans le fond. Exactement, étant un fervent amateur de voyage, comme vous l'avez dit. Oui, jadis. et il me semble que tu as dit que tu avais visité plusieurs îles du Caraïbe. Oui, en effet. Donc, c'est quoi les autres îles que tu as visitées? J'en ai visité plusieurs, comme je disais tantôt. J'ai eu la chance probablement de faire 2 croisières. Est-ce que tu as eu la chance de ramasser des plaques d'immatriculation de ces places-là? Malheureusement, c'est la première île sur laquelle je pouvais m'en ramener, car il faut savoir que sur cette île, ils changent de plaque à chaque année. Donc, ils mettent des plaques des années précédentes en vente. Donc, Alors, c'était une occasion vraiment unique d'avoir cette Exactement, c'est plaque-là. ça. C'était une occasion unique de pouvoir avoir en ma possession un objet qui fait partie du quotidien d'un habitant local. Et donc, pour moi, je trouve que c'est quelque chose de très spécial. Plus représentatif, disons, qu'un souvenir de voyage traditionnel, comme un porte-clés ou un colis, disons. Donc, c'est quelque chose d'unique qu'on peut juste retrouver, bien sûr, sur C'est quelque chose que tu vas pouvoir montrer avec fierté à tes enfants et petits-enfants et petits-petits-enfants. C'est si bien dit. Je vais pouvoir leur transmettre ma passion des voyages et de la découverte et de l'aventure, disons. Eh bien, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Pour moi. C'était un grand plaisir d'avoir pu recevoir M. Alexandre Lamotte, notre amateur d'histoire et de voyage ici à découvrir. On va vous revoir la prochaine fois avec Malcolm Laroche qui va nous parler d'un livre qu'il trouve très intéressant. Vous verrez si vous restez avec nous. À la prochaine.
Bonjour, ici Alexandre Lamotte qui vous souhaite la bienvenue à l'émission À découvrir. Cette semaine, j'ai l'immense privilège de recevoir avec moi en studio nul autre que M. Malcolm Laroche qui va nous présenter un objet bien spécial à ses yeux. En effet, il s'agit du livre intitulé 11-22-63 du célèbre écrivain Stephen King. D'abord, M. Laroche, merci infiniment de votre présence avec nous en studio. Merci pour m'inviter. Tout le plaisir est pour moi. Comment vous allez aujourd'hui? Je vais très bien, j'ai un petit rhume, il fait froid dehors. En effet. Avez-vous un problème avec le changement de température par hasard? Pas du tout. Après vivre à Ottawa pendant au-dessus de 20 ans, rien ne me surprend. C'est des propos pleins de sagesse. Parlant de température, vous avez lu le livre 11-22-63 de Stephen King. Pouvez-vous m'en parler brièvement? Oui, ça propos de genre à rapport avec sa mort prématurée de John F. Kennedy. Oui, bien sûr. Et dans le livre, est-ce qu'il est question d'une théorie du complot, par exemple? Pas du tout. C'est un roman fictif, de fiction science-fiction. OK. Donc, où que le caractère principal, il trouve un portail dans le passé, puis il décide d'arrêter Pour changer son assassinat. le cours de l'histoire. Donc, on est Exactement. vraiment dans le surnaturel plus que dans le réalisme, quoi. Exactement. Très intéressant. Puis, est-ce que le héros du livre réussit sa quête, sa mission? Oui, mais je ne veux pas trop dévoiler de qu'est-ce qui se Vous ne passe. voulez pas dévoiler les détails les plus croustillants pour nous inciter à le lire? Exactement. Bien aimable. Mhm. Puis, ce livre contient quand même 850 pages. Vous avez trouvé la patience ou l'amour pour lire Ben, tout ce livre? Ouais, je ne m'ai pas vraiment ennuyé du tout là, à lire le livre. Tous le dialogue entre les caractères était tout bien écrit. Et tu avais des très bizarres événements qui se passaient à chaque couple de chapitres. Donc, ça a rendu la lecture très intéressante. Exactement. Je comprends. Le livre a été écrit par Stephen King, le même auteur que Carrie et Misery. Pouvez-vous en parler un petit peu? Ouais, mais quand j'ai commencé à lire le livre, j'étais un peu surpris que Stephen King considéré le Master of Horror. Il a écrit un livre qui était vraiment en détail, comme émotionnel et de transition de caractère comparé à, je dirais, Pet Sematary ou même Bizarre Bad Dreams. Ah, c'est très intéressant. Puis savez-vous comment Stephen King, justement, a eu l'idée d'écrire ce roman? D'où est venu le projet, en fait? Je m'en souviens, j'ai lu une entrevue avec lui où il a dit que l'intérêt c'est venu en 1971, juste avant qu'il ait sorti Carrie. Et, mais dans ce temps-là, il trouvait qu'il n'y avait pas assez d'expérience littéraire pour poursuivre le sujet. Donc, il a attendu jusqu'à temps qu'il soit prêt. Et donc, en 2010, il a décidé de poursuivre sa recherche. Puis ouais, il l'a publié en 2011. J'ai décidé de prendre l'expérience avant d'écrire Exactement. un roman de cette envergure-là. Et pensez-vous qu'il va y avoir une adaptation cinématographique basée sur ce livre, en fait? Oui, déjà, la compagnie de télédiffusion Hulu qui est en ligne, ils ont déjà mis une émission en production déjà, puis je pense qu'ils sont rendus en post-production à ce point-ci. En post-production. Ouais. Et vous, personnellement, souhaitez-vous la sortie d'un film en lien avec ce livre, justement? Non, je trouve que ça ferait mieux en mini-série. Donc, 9-10 épisodes, OK. peut-être. Ça serait peut-être étirer le plaisir un petit peu trop que de... Oui, parce que tu ne veux pas vraiment couper les détails importants en dehors d'un livre. Comme genre Under the Dome, où c'est 1056 pages à peu près. Oui, je comprends ça. Monsieur Laroche, c'est très intéressant, mais c'est malheureusement tout le temps que nous avions aujourd'hui. Merci de votre présence avec nous. Merci de m'avoir. Ça me fait plaisir. Sur ce, mesdames et messieurs, soyez des nôtres la semaine prochaine alors que nous allons recevoir Eugénie Loca qui nous présentera un objet bien spécial à ses yeux. En effet, il s'agit de son longboard. En mon nom personnel et à celui de mon équipe de production, je vous souhaite de passer la plus merveilleuse des fins de soirée. Au revoir.
Bonsoir et bienvenue à découvrir. Je suis Malcolm Laroche. Aujourd'hui, sur le programme, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Eugénie Leca, qui va nous parler d'un objet très important dans sa vie, sa longboard. Bonjour Madame Leca, comment allez-vous aujourd'hui? Super bien, vous? Excellent, merci pour demander. C'est quoi une longboard exactement? Dans le fond, la longboard, c'est une format miniature du surf. La longboard vient, c'est deux Californiens qui ont eu l'idée, qui trouvaient que l'océan n'était pas assez agité, donc il n'y avait pas assez de vagues. Donc, ils se sont dit, pour avoir une autre forme d'activité, on va faire une version miniature du surf, donc la longboard. Comme ça le dit, c'est plus long qu'une skateboard, puis ça peut faire différentes manœuvres, différents trucs, tout dépendamment de la longboard. Wow, vraiment. Ouais. Est-ce que ça coûte cher avoir une longboard? Celle-ci, c'est environ 220-230 $, Okay. mais ça dépend de la spécialisation aussi. Puis il y en a qui peuvent commencer à 100 $ ou jusqu'à 500, tout dépendamment si c'est pour des compétitions ou c'est juste comme pour le plaisir. 500 $? Ouais. Ouch! Wow! Ça doit être assez cher. Ouais. Ça doit être... Pour ce montant-là, ça doit coûter moins. Ça devrait faire beaucoup de dommages. Oui, quand même, ça a valu la peine. Donc. Puis vous avez parlé de spécialisation. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Dans le fond, comme celle-ci, ici, c'est pour faire de la route. Donc, tu fais pas de manœuvres, tu fais pas de trucs spectaculaires. On peut voir ici qu'il y a des petits trous. Dans le fond, c'est pour que quand on tourne, les roues ne frottent pas sur notre planche. Okay. Donc, ça va faire aussi que ça va être plus facile à tourner. Ça ici, donc pour la route, comme j'ai dit. Sinon, il y a aussi des compétitions. Il y a le free hill, le boardwalking, le long distance ride. C'est que ce dernier, c'est que tu te mets sur la longboard puis tu as comme un gros bâton puis tu te pousses avec. Donc, il y a différents styles de... Quand vous parlez de compétition, est-ce qu'il y en a qui sont professionnels, comme partout autour du monde ou certaines régions? Oui, il y a des compétitions un petit peu partout dans le monde. Où c'est plus populaire, c'est aux États-Unis parce que c'est là que ça a été créé. Mais sinon, tu en as en Italie, au Portugal. Ici, mettons, au Canada, c'est un petit peu moins populaire, mais on entend quand même un petit peu parler de les compétitions de longboard. Oh, ça a l'air très intéressant à regarder. Oui. Quand j'y pense au longboard, je pense aux X Games, mais je pense pas que ça a rapport. Hein? Non, c'est pas vraiment la même chose. Les compétitions de longboard, c'est plus... mettons, ils vont en haut d'une montagne puis ils vont faire des virages secs. Donc, il va être couché par terre, la main au sol pour ne pas tomber. Mais aussi, proche de la région, il y a à Montréal qui descendent une fois par année ou peut-être deux, le Mont-Royal. Donc, c'est quand même haut puis ça va quand même à une vitesse, mais ils sont tous équipés. Ils ont un style de combine qui les protège. Ils ont un casque, ils ont des gants parce qu'ils vont mettre leurs mains à terre. Donc, c'est quand même protégé, là. Ouais. Wow. À quel âge que vous êtes devenu intéressé à utiliser une longboard? C'est seulement cet été. Une de mes amies voulait s'en procurer une, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai été magasiner avec elle et je me suis dit, moi aussi j'en veux une, donc je m'en suis procuré une. Mais depuis cet été, je vous dirais que j'ai eu la piqûre. J'en fais tout le temps dans mon village. Des fois, ça peut être un moyen de transport. Mettons, pour faire des petites commissions, je vais prendre ma longboard à la place de prendre mon auto. Donc, vous avez juste décidé d'acheter la longboard sans vraiment savoir si tu allais l'aimer ou pas? Ouais, mais l'hiver, je fais de la snowboard, je le sais, comme je savais que j'aimais ça, le style de planche ou planche à neige. Bon, merci. Malheureusement, on n'a pas plus d'autre temps pour plus de questions. Merci, Mme Leca, pour nous avoir ici aujourd'hui. Merci. Demain, nous aurons à avoir le plaisir d'avoir M. Jacob Mador, qui va nous parler de sa GoPro Black Edition Hero 3. Passez une belle soirée.
Bonjour et bienvenue à l'émission À découvrir, une émission qui vous permet d'en apprendre davantage sur une panoplie d'objets. Aujourd'hui, nous recevons Jacob Mador qui nous parlera de sa GoPro 3 Black Edition. Bonjour, M. Mador. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de son historique de votre GoPro, de la GoPro en général? Oui, bien justement, comme vous avez mentionné, je ne vais pas parler tout de suite de ma GoPro spécifiquement, mais les premières générations de GoPro sont apparues dans le début des années 2000 par un jeune homme qui s'appelle Nick Woodman. Dans le fond, lui, il a fait un voyage en Australie, puis il trouvait que les caméras, un voyage de surf, comme par simple intérêt, là, juste comme ça, puis il trouvait que les caméras qui filmaient les scènes, par exemple, de surf, c'était ça dans ce cas-ci, il trouvait que les scènes n'étaient pas jamais filmées assez proches. Donc, dans le fond, c'est de là qu'est parti l'intérêt de faire une caméra que tu peux mettre un peu partout pour filmer les scènes vraiment plus intimement, plus dans l'action, c'est ça. Fait que c'est ça là, un peu l'historique. Puis qu'est-ce qui fait une GoPro une caméra si impressionnante? En fait, justement, comme que j'ai mentionné un peu plus tôt, c'est quelque chose qu'on peut mettre un peu partout. Puis on peut mettre ça un peu partout à l'aide des accessoires que j'ai apportés juste ici. Il y en a une panoplie, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Par exemple, ici, on peut voir un attache pour la tête qu'on se fixe sur la tête, juste comme ça, ici. C'est pas le plus galant, mais... Puis on accroche la GoPro en face? Oui, c'est ça. On va l'accrocher juste ici avec... oui, c'est tous des supports, qui s'adaptent à tout. Par exemple, ici, on a le harnais qu'on peut se mettre juste ici, à l'entour. Puis on peut filmer des scènes plus quand on veut plus de stabilité, mettons. En ski, mettons? Oui, c'est ça, en ski. Puis aussi, on peut avoir des bâtons qu'on peut tenir pour accrocher la GoPro. On peut attacher ça après des volants de vélo, des guidons de vélo, pardon. Après des planches de surf, comme l'inventeur le fait. Puis j'ai aussi également une petite télécommande qui est super pratique parce que c'est quand tu veux filmer des choses, mais tu n'as pas nécessairement accès à la caméra. Tu peux appuyer sur le bouton juste ici, puis l'enregistrement va commencer. Donc, c'est vraiment... ça venait avec la GoPro, dans le fond, c'est vraiment un indispensable, je dirais. Puis ici, on peut mettre la GoPro au bout du surf. J'imagine que ça peut aller dans l'eau avec une... Oui, c'est ça. Dans le fond, l'étui, c'est un étui protecteur qui lui permet d'aller jusqu'à 50 pieds en dessous de l'eau, ou probablement plus. Là. Mais je sais que ça va en dessous de l'eau, puis c'est ça qui fait son imperméabilité. Puis elle résiste au choc aussi. Parfait. Cette caméra est si petite, mais ça va où l'enregistrement? Oui, justement, juste sur le côté ici, on a une petite fente micro SD pour mettre des petites cartes SD. Donc, tout l'enregistrement se stocke sur cette caméra-là, sur la carte micro SD qui peut être soit de 32 gigs ou de 64 gigs. Donc, c'est ça, tout l'enregistrement va dessus. Puis par la suite, on peut le télécharger via l'application pour cellulaire. Parfait. Est-ce qu'il y a eu d'autres éditions de la GoPro? C'est la dernière ou la première? Non, c'est vraiment pas la première édition. Puis c'est vraiment pas la dernière non plus. Ça a commencé premièrement par la GoPro en tant que telle. Puis après ça, ils ont fait GoPro, Hero HD, puis ils ont fait plusieurs versions Hero, puis après ça, Hero 3, Hero 3 Plus, Hero 4, puis je pense qu'ils sont rendus à 4 Black Edition, puis cette version-là filme jusqu'en 720p en HD, je pense que c'est 240 frames par seconde, donc c'est vraiment, ça fait des beaux ralentis. Donc, c'est tout le temps que nous avions aujourd'hui pour votre chronique. Donc, merci à tous d'avoir été des nôtres et restez pour un nouvel épisode à découvrir que nous recevons le chroniqueur Jean-Sébastien McNicol qui nous parlera de sa flûte qui vient de l'Australie. Donc, à la semaine prochaine. C'est bon? Parfait, c'était vraiment un bon enregistrement. J'ai dit beaucoup de choses.
Bonjour à vous à la maison, adeptes du programme À découvrir. Ici Jacob Mador, votre animateur favori. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit quelqu'un qui vient nous parler d'un gadget bien spécial, le didgeridoo. En fait, on ne sait pas c'est quoi et on ne sait pas c'est qui. Bien sûr, c'est McNicol. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Qu'est-ce qu'un didgeridoo? Ben, un didgeridoo, principalement, c'était un instrument qui a utilisé la tribu des aborigènes OK. en Australie pour plusieurs types d'affaires, des festivals. C'est une tribu ancienne, ça? Oui, c'est même une tribu ancienne. Cet instrument, là, le didgeridoo, remonte au moins jusqu'à l'âge de pierre, plus ou moins. Là. OK. Puis au moins, ils ont des preuves. Là. J'ai vu des sources qui ont des preuves. Là. Bon. OK. Puis est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi il est si petit? Ah, mais Est-ce ça... que c'est sa taille originale? Non, ça, c'est pas sa taille originale. Ça. Premièrement, il n'est pas fait en eucalyptus. Ça, c'est principalement comment il est fait. Là. OK. Mais aussi, il est plus gros que ça, là, honnêtement. Là. Il peut atteindre des longueurs jusqu'à combien? Ah, il savez-vous? pourrait prendre presque toute la table qu'on a sur oui. ça. Presque le maximum de la table, à peu près. Là. OK. Donc ça, c'est une reproduction du plus gros modèle. Non, c'est une reproduction du plus petit, ça. C'est une reproduction d'un C'est une DJ. reproduction plus petite, mais du plus gros modèle, c'est Ouais. ça. Il est originaire de quel endroit? Tantôt, vous avez parlé de la tribu. L'Australie, ça vient de l'Australie. Est-ce qu'il y a une région en particulier? Ça, je pourrais pas vraiment le dire, mais... Non. Non, désolé. Mais vous savez que c'est pas grave, c'est pas grave. Comment il est fabriqué? Il y a du bois d'eucalyptus que vous avez parlé? Oui, d'un tronc. Mais d'habitude, Ou d'habitude, dans le temps, c'était qu'ils utilisaient un tronc d'eucalyptus ou qui était creusé dedans à cause des termites et tout ça. Donc, dans le fond, le trou qu'on voit juste ici est... Normalement, il serait creusé de même, il a été creusé normalement par les termites, c'est ça? Genre, mais ça, c'était avant, là, mais là, ils utilisent d'autres méthodes. Là. OK. Comme Ça, c'est quoi, une savez-vous? Ah, je ne connais pas vraiment les méthodes, je connais juste la méthode ancienne. Là. OK. Et aussi, je pense qu'ils mettaient le genre de la cire d'abeille, là, OK. pour... je pense que c'est là où ils mettaient leur bouche, là, maintenant, Ouais. pour... puis non, je pense qu'ils en mettaient en dedans pour rendre ça propre, tout ça. OK. Est-ce qu'on peut savoir quel type de son que ça fait, cet instrument-là? Ben j'aimerais bien essayer, si je l'aimerais ça bien, là, mais il fera pas vraiment un son, puisque c'est avec les lèvres que tu joues. Là. OK. Tu peux pas juste souffler dedans, ça ne marchera pas. Donc, le modèle miniature ne fonctionne pas. C'est vraiment Non, juste... c'est plus un souvenir souvenir. qu'autre chose. Puis on peut voir des peintures. Est-ce que c'est Ouais. habituel qu'il y ait Ah des oui, peintures ça, c'est les dessinées peintures dessus? qui montent tout le temps. Là. C'est comme, par exemple, celle-là, c'est un dauphin. Là. Si on peut bien observer. Là. OK. Il y en a de plusieurs particulières, puis ça peut être des kangourous, des ornithorynques. Puis... Donc, il n'y a pas un design exactement qu'il faut suivre. Non, ça peut être n'importe c'est quoi varié, selon, ouais, c'est selon pas le mal varié. créateur. dans le C'est fond. pas mal varié, le dessin. Oui. Pourquoi vous avez choisi cet objet-là en particulier? Bien, ça me rappelle, non seulement ça me rappelle les bons moments que j'ai en Australie avec ma famille, Oui, c'est sûr. que j'en ai parlé il y a un moment donné. Là. Puis, ben, c'était une des sorties qu'on est allé faire. Là. OK. On a fait c'était une des activités qu'on est allé. On a assisté à un genre de une reproduction de leur tribu, là, puis tout ça. Là. OK, la tribu que vous avez parlé tantôt. Ouais, on a vu leur histoire, tout ça. Là. OK. Puis est-ce que c'est encore utilisé de nos jours? Oui, c'est encore utilisé de nos jours. On peut parfois entendre dans des concerts là, de musique, comme Ouais. du vieux rock, OK. avec des... Un instrument original, dans le fond. Oui, Ouais, c'est devenu ouais, ça. Parfait. Malheureusement, c'était tout le temps que nous avons pour discuter avec vous. Ah, non, c'est correct. Merci d'avoir été avec nous, premièrement. Et l'invité fait qui plaisir. suivra sera Jérôme Boulay, qui nous présentera le iPad mini. Merci et merci d'avoir été à l'écoute.
Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette autre émission de À découvrir. Je suis Jean-Sébastien McNicol et je serai votre animateur ce soir. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir M. Vincent Préneveau qui va nous présenter son bâton de départ SLDR. Bonjour, M. Préneveau. Comment allez-vous aujourd'hui? Ah, ça va bien, vous? Très bien, merci. Ah, ben ça me fait plaisir d'être là. Hein. Alors, vous avez-tu à quoi ça sert finalement, ce bâton? Ben, ce bâton-là, dans le fond, c'est un bâton de golf. C'est un bâton qu'on utilise généralement sur les parts 4 et les parts 5 pour le coup de départ, le coup qui nous permet d'aller nous placer dans l'allée, quand on le peut, évidemment, quand on réussit notre coup. C'est un bâton qui est sorti en 2014. Donc, oui, c'est un bâton de golf. On frappe une balle, hein, c'est le principe. Intéressant, intéressant. Est-ce qu'il fait partie de... Quelle marque il fait partie, honnêtement? Est-ce qu'il y a plusieurs marques de bâtons de même? Oui, bien, c'est le bâton de TaylorMade. La marque, c'est TaylorMade, qui est une filiale d'Adidas. Donc, ça fait partie de la série R, si c'est ce que vous voulez plus de précision. La série R qui a commencé en 2005 avec le R5, poursuivi 2007, 2009, 2011, R7, R9, R11, évidemment, et qui s'est poursuivi jusqu'à l'année passée avec le R15. Alors, c'est-tu un des meilleurs modèles, ça, ou c'est un modèle quand même assez d'une bonne qualité? Oui, bien, en fait, depuis plusieurs années, TaylorMade est réputé pour ses bâtons de départ. Ils sont considérés comme les meilleurs sur le marché. Oui, en effet. Donc, c'est vraiment une marque réputée. Je suppose que c'est un nouveau modèle, ça? Ben, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un modèle sorti en 2014 dans la série R. Est-ce que vous avez des traits spécifiques que vous pouvez, sur le modèle, que vous pouvez comparer aux anciens? Oui, bien, en effet. Aux autres modèles? Je dirais la modification la plus importante qui a été modifiée, c'est le poids en général du bâton, de la tête du bâton, qui est porté beaucoup plus vers l'avant, ce qui permet une trajectoire beaucoup plus perçante. Donc, pour les effets contre le vent, on va avoir un meilleur contrôle de notre distance. On va pouvoir beaucoup mieux contrôler à quel point notre balle est basse ou haute. Deuxième plus grande modification, c'est le poids qu'on peut voir juste ici. Le poids qui nous permet de faire un effet de gauche à droite ou de droite à gauche, de l'intérieur vers l'extérieur ou évidemment de l'extérieur vers l'intérieur. Juste en bougeant le poids, de la tête qui est placé en dessous de la tête, donc de ce qu'on appelle le talon à l'orteil. Quels sont les effets que ce bâton apporte à la balle lors de sa trajectoire? Bien, c'est ça un peu. Vu qu'on a une trajectoire un peu plus perçante, c'est une trajectoire donc qui va beaucoup mieux contrer le vent. Et contrairement, c'est surtout par rapport aux autres modèles où le poids de la tête était beaucoup plus vers l'arrière. Donc, c'était une balle qui flottait dans les airs au lieu de percer le vent. Donc, quand on arrivait sur un trou où on avait le vent contre nous, c'était beaucoup plus difficile d'aller chercher une meilleure distance. Quand avez-vous joué au golf pour la dernière fois? La dernière fois... Oh, là, vous m'en posez vraiment une bonne. Je pense que la dernière fois, c'était il y a environ 2 mois. Dehors, évidemment. J'ai joué une fois depuis à l'intérieur sur un écran. Avec la technologie aujourd'hui, vous savez, on peut faire des petits miracles, hein, les simulateurs, tout ça. On peut jouer, ce qui permet aussi aux professionnels de garder une certaine forme. De ne pas rouiller pendant l'hiver. Exactement. Il faut dire que la plupart des professionnels se tiennent dans des coins où il y a du golf à l'année, donc aucune neige. C'est pas comme ici à Ottawa. La neige, on en a pour la peine. Et merci beaucoup, mais c'était tout le temps que nous avions aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup pour toutes ces informations précieuses. Ça me fait plaisir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous dire que la prochaine invitée que nous allons recevoir est Jean-Simon Hermani qui va nous présenter son boubou et je suis Jean-Sébastien McNicol et je vous souhaite à la prochaine.
Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de l'émission À découvrir. Aujourd'hui, mon invité, Louis-Philippe Rouleau, qui vient nous parler de la différence entre les guitares acoustiques et la guitare classique. Bonjour Louis-Philippe, comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Ah, ça va vraiment bien. C'est un plaisir de vous accueillir sur notre plateau. Parfait. Première question. Dans le fond, c'est quoi la guitare acoustique? C'est quoi avec la différence? Excusez, je me reprends. La guitare classique et la guitare acoustique, c'est pas la même chose? Il me semble que c'est pas différent quand on les regarde. En fait, c'est une approche complètement différente de l'instrument. Ici, on parle d'une approche très classique qui touche beaucoup au style comme Beethoven, OK. comme du classique, tandis qu'on parle ici d'une approche qui est beaucoup plus de guitare acoustique, qui est beaucoup plus pour le folk, OK. pour le blues, etc. Ah oui. Et quel est l'avantage, dans le fond, de ces différences? Avec cet avantage principal, c'est que le classique, c'est l'instrument parfait pour jouer de la musique comme du Beethoven, comme du Mozart. Ben oui, c'est OK. une musique classique, c'est OK, fait OK. pour ça. Contrairement à l'acoustique, comme qui est fait pour le folk, la OK. musique populaire. Donc, c'est une approche un peu plus rigide, on pourrait dire. On peut dire ça, mais c'est comme, on peut la jouer comme on veut, en fait, cet instrument. On peut la jouer comme on veut. OK. C'est vraiment la manière que tu veux la jouer. C'est sûr que c'est plus rigide dans le sens des règles, etc., mais la manière que tu joues, c'est vraiment personnel. C'est vraiment comment on la joue en fin de compte. OK. Donc, si on va un peu plus sur la guitare elle-même, c'est quoi les différences entre la guitare acoustique et la guitare classique? D'abord, la principale différence ici sont les cordes. sont les cordes. C'est ce qu'on remarque OK. tout de suite. Ah La oui. guitare classique, ces cordes sont en nylon. La raison pourquoi elle est en nylon, en fin de compte, c'est parce que c'est pour les doigts. Lorsque OK. je vais mettre mes doigts dessus, ça va être parfait pour jouer avec les doigts, avec les mouvements de même. Ça va être pour le doigté. Contrairement à l'acoustique, par contre, que elle, c'est beaucoup fait pour le pic, pour jouer avec un pic de Ah même. oui? Parce OK. que c'est des cordes en métal, c'est pour ça. OK. C'est la plus grande différence, celle-là. OK. Et est-ce que c'est la seule différence? Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a des tonnes de différences là-dessus, oui. J'ai quelques exemples aussi. OK, d'accord. Et le plus grand exemple, un autre grand exemple, c'est la tête du manche. Si Oui. on veut les prendre en exemple, une par une à côté de l'autre, remarquez la tête du manche ici. On remarque très clairement que le manche ici, le guitare classique est beaucoup plus large que celle de l'acoustique. La raison pour laquelle, on fait attention, Oui. c'est que la guitare acoustique, la manière qu'on la joue, c'est fait pour avec les doigts de même. Par exemple, on la joue de cette manière en bougeant beaucoup d'arpèges, en bougeant beaucoup les doigts de même. OK. C'est pas mal Et aussi- que voulez-vous dire, par exemple, par les arpèges? Parce qu'il y en a à la maison, bien évidemment, qui ne comprennent pas c'est quoi des arpèges. J'aimerais que vous élaboriez un Comme petit je peu le plus montrais, là-dessus. c'est comme un mouvement avec les doigts qu'on joue combiné avec ceci, qui joue un mouvement le même mouvement à main droite, mais à la main gauche, on joue des mouvements beaucoup plus séparés pour jouer une note à la fois, par exemple. C'est OK, fait pour donc des doigtés. Des arpèges, c'est des doigtés, c'est C'est des des doigtés, oui. mouvements. Oui, c'est exactement ça. C'est OK, fait pour OK. un doigté qui est beaucoup plus précis, etc. OK. Beaucoup plus de précision. L'acoustique, elle, par contre, c'est plus des accords. Donc, c'est OK. plus des patterns, des positions sont toujours les mêmes. Ça manque pas de précision. C'est surtout ça la première différence. D'accord. Une autre grande différence, c'est, vous pouvez constater tout de suite, c'est la taille de la caisse. Oui, bien C'est sûr. par rapport à la position. Si on remarque la caisse ici, elle est beaucoup plus petite que l'acoustique. Ah, définitivement. On C'est- le remarque. On La remarque ça. raison, c'est pour la position. Comment on joue-t-on une acoustique? On joue une acoustique sur la jambe droite, à OK. côté de même. C'est comme ça Oui. qu'on la joue l'acoustique. La classique, elle, donc c'est pour ça que la caisse est plus grosse, parce qu'elle est sortie de ton corps. Oui, oui, oui. La classique, la caisse, on la joue entre nos jambes de même. C'est pour ça D'accord. qu'il faut que ça soit plus petite pour qu'elle puisse rentrer entre nos jambes. C'est juste pour ça. OK, d'accord. Et pourquoi ça a C'est vraiment... pour être plus confortable dans un Exactement. sens. Comme je vous dis, c'est fait pour l'approche carrément de l'instrument. D'accord, OK. Et dans le fond, on parle depuis tantôt des différences, mais est-ce qu'il y a des ressemblances? Très rapidement, oui, une grande ressemblance, c'est surtout le bois. On parle souvent des mêmes bois comme du chêne, OK. du bouleau, etc. OK, C'est surtout ça. OK. Dans le fond, est-ce que vous avez d'autres ressemblances? Est-ce que, par Oh, exemple, oui. ou si vous préférez nous parler de la caisse, par exemple, parce que Est-ce qu'on a les le temps? ressemblances, il y en a? Ou... Est-ce qu'on a le temps? Non? Ah, c'est malheureusement tout, donc je vous souhaite une bonne fin de soirée.
Et bonjour et bienvenue à découvrir. Aujourd'hui, nous allons avoir avec nous M. Olivier qui va nous parler avec nous de sa Hero 3 Plus. Il s'agit ici d'un équipement de tournage que beaucoup de personnes utilisent. Bonjour, vous allez bien? Oui, vous? Oui, je vais très bien. En fait, compte, la Hero 3 Plus, c'est quoi ça en fait? Alors, donc, c'est une petite caméra d'action qui fait partie de la longue gamme, mais c'est une des plus récentes dans la gamme des caméras d'action GoPro. Et donc, c'est vraiment une caméra c'est une caméra grand angle qu'on peut installer sur casque, son abdomen, sur des skis, sur un bâton. Et donc, on peut prendre ces vidéos sportives d'action. Mais ce n'est pas seulement pour le sport, on peut aussi faire du tournage régulier. Mais c'est quoi qu'il y a de nouveau en fin de compte avec la Hero 3 Plus par rapport au vieux modèle? En fin de compte, par rapport au vieux modèle, on a une boîte protectrice qui est plus légère et plus mince. On a également le poids de l'appareil lui-même qui a incroyablement été réduit. On peut aussi observer une performance dans la noirceur qui est véritablement plus belle, moins de bruit digital dans l'image. Alors, c'est ça, les boutons sont un peu plus petits. La 3, la Hero 3, on pouvait voir vraiment la case là. La case a l'air d'être plus faire partie de la caméra. Wow, mais vous avez parlé de résolution, une vitesse d'obturation, mais c'est quoi ces options-là sur cette caméra-là? En fait, ce qui est bien, ce qui est de nouveau sur cette caméra, c'est en fait l'ultra haute définition. Et donc, on peut faire du 4K à 15 frames par seconde. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais si tu veux faire la rapidité, ça peut le faire. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est le 2.7K à 30 frames par seconde, ce qui est une vitesse d'obturation normale. Alors, donc, on peut aller dans le UHD. Ensuite, on a le régulier 1080p qui fait du 60 frames par seconde, donc on peut commencer à aller dans le ralenti. Et quand on va à 720p, on peut faire du 120 frames par seconde qui va nous permettre de faire un beau ralenti très fluide. Oui, mais est-ce qu'on peut faire... on peut faire de la vidéo avec ça. Ça, c'est clair là-dessus. Mais est-ce qu'on peut faire des photos aussi avec? En effet, oui, vraiment. Alors, on a en fait plusieurs modes spécialisés pour les photos. Donc, on peut vraiment choisir si la photo est prise dans la noirceur, dans le jour. Et on peut également mettre le mettre en défilé. Donc, ça va prendre une photo à la suite de l'autre durant un mouvement. Et ça va prendre véritablement 30 images par seconde. Très rapidement, c'est quoi le futur pour la série GoPro? Eh bien, pour la série GoPro, pour le futur, on peut possiblement voir une Hero 5, mais on va voir comment ça va aller. On va probablement voir des nouvelles éditions de la Hero 4 qui est là en ce moment. OK. Et on peut mettre sans doute des genres d'adaptateurs là-dessus. C'est quel genre d'adaptateur qu'on met ça encore plus vite? Alors, comme j'ai dit légèrement au début de l'émission, on peut avoir un adapteur. Le plus utilisé, c'est pour le casque. C'est vraiment intéressant, mais comme je vous dis, on n'a plus beaucoup de temps. Eh bien, merci beaucoup pour être venu avec nous, M. Olivier, pour nous démontrer cette magnifique Hero 3 Plus. Mais comme je vous dis, c'est tout le temps qu'on a. Prochaine fois, nous allons voir M. Louis-Philippe Roy qui va nous parler de ses souliers de sport. Merci et passez une bonne semaine.
et bienvenue à l'émission À découvrir. Ici votre animateur pour cet épisode, Olivier Jaudoin. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio Louis-Philippe Roy, étudiant à la Cité en production télévisuelle, qui va nous parler de ses souliers de course. Alors, Louis-Philippe, c'est quoi exactement que tu nous présentes aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, je vais te présenter un soulier de course, mon soulier de course, car moi, j'ai fait de la course depuis à peu près 2 ans, puis c'est un sport qui me passionne. Et le soulier que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un soulier d'une marque qui a révolutionné le monde de la course grâce à une technologie que je vais vous préciser par la suite. OK. Alors, c'est quoi la particularité qu'il y a dans cette paire de souliers-là? Bien, il faut savoir que depuis 1970, la marque Brooks, qui est une marque de souliers de sport, a commencé à faire des souliers de course à pied. Alors, ils ont inventé une technologie qui s'appelle la technologie EVA, qui va permettre au coureur d'avoir une inclinaison dans sa course. Donc, le talon est plus épais et quand on arrive à la pointe, c'est plus mince. Ce qui va permettre de prévenir les blessures, car on sait que les coureurs ont souvent des blessures au niveau des genoux, des cuisses, du tibia et même des chevilles. Alors, cette technologie va vraiment prévenir les chocs. Ouais. Donc, ça protège vraiment l'état de santé des courseurs. Oui, c'est même beaucoup de coureurs adoptent cette technologie au profit de leur santé. Alors, vous avez parlé d'une édition limitée. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette édition limitée? Oui, voici les Brooks Launch édition Marathon de Boston 2015. Nous savons tous que le tragique événement du Marathon de Boston en 2013, ça a fait un chaos pour les coureurs. Et depuis ce temps, Brooks, qui est la marque de chaussures dont je vous ai parlé, a décidé de faire un soulier de course à chaque année pour le Marathon de Boston. Et voici le 2015. On peut remarquer ici, tout en bas de la chaussure, l'océan Atlantique qui borde la ville de Boston. Et aussi, si on remarque la devanture du soulier, qui même fait tout le contour, on voit les homards, qui est un animal marin. C'est ça. Qui symbole. Qui est le symbole, oui, de l'industrie à Boston, l'industrie du homard, très, très fort. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a fait, quand vous êtes rentré au magasin, qu'est-ce qui vous a fait voir ces souliers-là et dire « je veux ceux-là » En premier lieu, vu que c'est une édition limitée, il était sur le présentoir en arrivant devant moi. Alors, j'ai tout de suite regardé ces souliers-là et j'ai demandé à l'employé de me sortir dans le neuf, car je porte du neuf. Et puis, je les ai mis et c'était comme la pantoufle de Cendrillon. Ça m'a fait comme un gant et je les ai adoptés comme des enfants, en fait. Et donc, sur une note de 10, pouvez-vous nous donner une note et pourquoi? Mais je te dirais un 8,5 sur 10, car j'aime beaucoup la texture du soulier, comment on se sent à l'intérieur, le confort. Sauf que moi qui fais des courses un peu... J'ai déjà fait un marathon et quelques demi-marathons, mais moi, je privilégie plus les petites courses. Alors, le soulier est un peu lourd. Donc, ce qui ne permet pas la meilleure foulée du pied. Alors, c'est pour ça que je donne un 8,5 sur 10. Mais pour les coureurs qui font de longues courses, que ce soit demi-marathon et marathon de 42,2 km, je suggère très fortement ce soulier. Et pour le style, une note peut-être? Pour le style, oui, maintenant, le monde aime le style pop, ce qui est flash. Alors, ce soulier concorde vraiment avec... C'est malheureusement trop de temps que nous avons. Ce fut un plaisir de s'entretenir avec vous et ce fut un plaisir d'être votre animateur pour cet épisode. Prochainement, à découvrir, Louis-Philippe Roy accueille Sarah Saint-Georges pour nous parler du Super Nintendo. Merci, à la prochaine.
Bonjour et bienvenue à l'émission À découvrir. Aujourd'hui, je reçois nul autre que Sarah Saint-Georges qui va nous présenter son objet antique, la Super Nintendo. Bonjour Sarah. Bonjour, ça va bien? Oui, et vous? Bien sûr. J'aimerais savoir, en priori, qu'est-ce que c'est que cet objet? Bien, ça, dans le fond, c'est plus connu sous le nom de la Super Nintendo NES. OK. Dans le fond, ça, c'est le modèle américain. Ça sert c'est une console de 16 bits qui sert à jouer, bien sûr, à des jeux comme Mario Bros, tout ça. Puis aussi, ça a été créé, la première version au Japon. Puis ça s'appelle la Famicom. Parfait. Puis cette sorte-là, ici en Amérique, est sortie en quelle année par rapport à celle sortie au Japon? Celle-là est sortie en 91. Par contre, celle au Japon, elle a été sortie en 90. Puis c'était dans le fond pour contrer la Mega Drive de Sega, qui est leur compétiteur de ces temps-là, qui avait déjà sorti une console de 16 bits qui donnait un meilleur résultat que l'ancienne version de cette console. OK. Et quelles sont les ventes de ce produit en Amérique ici? Ou à travers le monde, comme tu veux? Dans le fond, à travers le monde, ça a été vendu plus que de 49 millions de copies. Ah, c'est beaucoup, ça. Oui, puis ça a battu la Mega Drive avec, si ma mémoire est bonne, 39 millions de copies. Là. Donc, c'est vraiment populaire, puis c'est connu partout. C'est une console de 3e génération. OK. Puis là, vous me parlez de 3e génération, mais c'est quoi la durée de vie de cette console-là? Ça, dans le fond, comme je t'ai dit, cette console-là, c'est sorti en 91. La mienne, je l'ai eue proche de ce moment-là. Puis elle fonctionne toujours. Il suffit juste d'avoir, dans le fond, les deux fils juste ici. Puis le seul problème qu'on peut avoir, c'est du niveau esthétique. Le matériel utilisé pour cette console-là, c'est pas c'était un pas cher pour qu'il fasse plus d'argent avec. Donc, il a tendance à jaunir avec le temps. OK. Puis vous avez parlé de 2 fils qu'on pouvait mettre à l'intérieur, mais y a-t-il d'autres accessoires qu'on peut mettre sur la Super Nintendo? Oui, dans le fond, c'est sûr, il y a les manettes. OK, mais je suis désolé, c'est tout le temps qu'on avait pour toi. Alors, merci beaucoup. Nous revenez la semaine prochaine pour une autre émission À découvrir. Ici, Louis-Philippe Roy pour cette magnifique émission et à bientôt.
Bonjour et bienvenue à l'émission À découvrir. Aujourd'hui, je vous présente Monsieur Jean-Simon Amani qui va nous parler d'un vêtement qui vient de son pays, le boubou Sénafo. Bonjour Jean. Bonjour Sarah. Ça va bien? Oui, ça va chez vous. Bien sûr. Okay. Donc, c'est quoi un boubou? En fait, un boubou, c'est un vêtement africain, un vêtement, une robe, une sorte de robe, qui est aussi bien portée par les hommes que par les femmes, que par les enfants. Ça se porte par tout le monde en fait. C'est un peu ça le boubou d'abord, comme définition. OK. C'est quoi ses origines? Alors, les origines du boubou, en fait, le boubou résulte d'un mélange culturel entre les Arabo-Berbères et les Africains de l'Ouest, les Africains de l'Ouest. En effet, vers le 5e siècle, les Arabo-Berbères ont migré vers l'Afrique de l'Ouest pour y faire du commerce et ont apporté avec eux une sorte de boubou qu'ils avaient. Et au fil du temps, il y a eu comme un mélange entre le boubou des Africains de l'Ouest et le boubou des Arabo-Berbères qui ont donné d'autres sortes de boubous, dont celui-là. Et donc, lui, c'est un d'Afrique de l'Ouest? Oui, lui, c'est un d'Afrique de l'Ouest. C'est un boubou traditionnel, mais il y a aussi des boubous modernes. OK. C'est fait à partir de quel matériau, ce boubou? OK. Le boubou, en fait, il est fait à partir de tissu, OK, de tissu de coton et fait à la main, OK. Donc, par des tisserands qui, au début, n'utilisaient aucune machine à coudre. OK. Donc, tout fait à la main? Oui, tout était fait à la main et aux machines des tisserands, là. Puis, il y a comme des motifs qui sont dessinés dessus, qui sont gravés dessus, tous à la main. Je peux comme peut-être vous les montrer, là. C'est correct. Si on voit qu'il y a une poche, la poche, elle sert à quoi? Comme toute poche, elle sert à mettre des effets et tout ce que tu pourrais mettre, en fait. Voilà. D'accord. Vous avez dit que, dans le fond, vous avez dit que tout le monde pouvait porter ce vêtement-là. Est-ce que c'est un vêtement traditionnel? En fait, pas tout le monde qui peut le porter, qui pouvait le porter sinon. À l'origine, c'était juste un vêtement utilisé pour les initiations en pays en Afrique. Et c'était juste des nobles ou des personnes assez gradées, comme on va dire, de la société qui pouvaient le porter. Et comme avant, là, il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a comme des designs dessus, des dessins qui sont faits avec la main. Et ces dessins-là désignaient la personne qui avait le droit, le caractère de la personne qui avait le droit de porter ce boubou. Alors, c'est ça. Mais avec le temps et l'avancée de la mode, je pense que les choses ont évolué. Il y a eu plusieurs types de boubous que tout le monde dans le monde peut porter. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait. Revenez-nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, même heure, même poste, avec M. Jérôme Boulet, qui va nous montrer sa tablette, son mini iPad. Bonne soirée.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre émission À découvrir. Aujourd'hui, pour le bonheur de tout le monde, nous recevons sur notre plateau M. Jérôme Boulet qui va nous présenter son appareil, son iPad mini. Alors, bonjour Jérôme. Bonjour, M. Jean. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien, ça va Ok, bien. cool. Est-ce que vous pouvez nous donner une brève description de votre appareil? Dans le fond, mon iPad mini est en fait une version compacte de l'iPad original. Dans le fond, c'est une tablette iPad avec un écran de 7 pouces comparé à l'iPad original qui avait un écran de 13 pouces. Okay. Il est plus petit, mais même s'il est plus petit, il est capable d'offrir des meilleures performances que l'iPad original. OK. Ah, OK. Mais je pense qu'il y a comme plusieurs générations. Oui, là. comme mon iPad ici présent est de la 2e génération. Quand je me le suis acheté, j'avais le choix en fait entre la 2e et la 3e génération. Et dans le fond, la différence entre ce iPad et celui de la 3e génération, c'est en fait la différence, c'était le capteur d'empreinte pour ouvrir son appareil. Quand on appuie ici, ça ouvre ton iPad ou, mettons, comme on peut retrouver sur les nouveaux iPhones grâce à ton empreinte digitale. Ouais. Mais je me suis dit, si c'est la seule différence, je préfère payer pour un iPad de 2e génération qui est beaucoup moins cher. Ouais, puis sérieusement, là, juste savoir. La seule différence. C'est juste la seule différence. Il y a le même processus, il y a le même. Les mêmes capacités. Même capacité, même écran, un écran Retina, mais vraiment, ce qui différencie le 2e de la 3e, c'est le lecteur d'empreinte. Ah, OK, d'accord. OK. Mais ça m'étonne parce qu'il y a quand même une variété de tablettes, Samsung et autres. Oh, oui. Mais il a quoi de spécial celui-là pour vous attirer? Comme son nom le dit, il est mini, comme iPad mini. Il est mini. Il se porte mieux, comme on peut voir quand je le tiens, comme ça. Il fait au moins sa largeur est égale à la longueur de mes mains, donc ça offre une meilleure prise en main, contrairement à un gros iPad que ça c'est comme mettons la largeur d'un gros iPad, mes mains sont pas assez longues pour le tenir au complet. Fait que ça fait que des fois ça devient très inconfortable de le tenir. Puis il faut toujours genre que tu le laisses reposer comme sur un comptoir ou sur une table. Tandis qu'avec celui-là, tu peux le tenir dans tes mains pendant un bout de temps. Un bout de temps, plus longtemps au moins qu'un iPad original. Puis non, c'est ça, je l'aime bien parce qu'il est plus petit, l'écran n'est pas trop gros, l'écran n'est pas trop petit, il est juste de la bonne grandeur. Oh, OK, c'est cool ça. OK. Mais durant vos recherches, vous avez fait des remarques? J'ai fait mes recherches. Puis ce qui m'a étonné de ce iPad, c'est que d'habitude, quand un nouveau produit comme les iPads, les iPhones, toutes les nouvelles technologies sortent, c'est toujours de tous les genres. Il y a des hommes, des femmes, des enfants qui les achètent. Mais pour l'iPad mini, c'était surtout des femmes qui ont acheté l'iPad. Pourquoi des femmes? Si on regarde sa grandeur, comme toute bonne femme qui se respecte, ils ont une sacoche et l'iPad mini est de taille juste parfaite pour que les femmes puissent le mettre dans leur sacoche. OK. Contrairement Merci beaucoup, Jérôme, de nous avoir parlé de ton iPad. Oui. Mais ça sera tout pour aujourd'hui. Merci chez vous à la maison. Prochainement sur nos antennes, nous allons recevoir LPI pour nous parler de son objet. Bye!